Bonjour et bienvenue, je suis Clément SSB et aujourd'hui dans l'Aftermarket, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Villarubla, responsable marketing chez Déclic. Elle va nous raconter comment elle a créé une communauté de fans autour de son produit via LinkedIn. Tu as dans la description un résumé écrit ainsi que plein d'autres ressources sur le marketing digital. Pour finir, un mot sur notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein cœur de Toulouse. Allez, on commence, c'est parti, j'accueille Pauline Villarubla. Santé. Salut Pauline. Salut Clément. Bienvenue sur mon podcast. Merci de m'accueillir. Ça me fait vraiment super plaisir de faire ce premier podcast avec toi. Moi aussi, je suis trop contente d'être là. Merci, trop cool. Du coup, aujourd'hui, on va parler de marketing, de communauté. Comment créer une communauté sur LinkedIn, étant donné que c'est ta spécialité, une de mes spécialités. Une de tes spécialités. Du coup, moi je te connais bien, mais ce n'est pas le cas de tous nos auditeurs. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu? Ouais, carrément. Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, je suis toulousaine depuis 4 ans et je me suis spécialisée dans le marketing il y a de ça 1 an et demi. De base, j'ai un parcours un peu plus RH, j'ai fait pas mal de commercial de marketing. Et puis après, à la suite de mes études et de mes expériences, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'exploiter la partie marketing parce que c'est quelque chose qui m'attirait. Du coup, je me suis un peu formée toute seule. Et du coup, j'ai été embauchée l'année dernière dans une start-up qui s'appelait Déclic, où j'ai en fait pris en main toute la partie marketing et j'ai beaucoup aimé ça. Et voilà, et là, je commence une nouvelle expérience aussi dans le marketing. Et c'est vrai que la partie que j'apprécie le plus dans le marketing, en tout cas, c'est la partie plus communauté, un peu plus sociale. Donc, tu es une autodidacte en fait. J'aime bien apprendre toute seule. Ouais. J'aime bien apprendre toute seule. J'ai pas forcément eu besoin d'énormes études pour ça. J'ai pas retenu grand-chose de mes études, on va dire. Comment est-ce que tu es arrivé à Déclic par un recrutement classique et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta période Déclic Alors ouais. avant qu'on rentre dans le dur Ouais, carrément. Du coup, Déclic, j'ai rejoint Déclic il y a en janvier 2021. J'ai commencé, on était, je crois, 5 en tout. Il n'y avait pas du tout de stratégie market, il n'y avait pas du tout de communication. Enfin, il y avait absolument tout à faire. Rien du tout, le Wild West. Ouais, c'est ça. Et c'était cool au final parce que du coup, j'ai appris aussi sur le tas. Je me suis auto-formée, etc. Et ça m'a fait du bien. Et j'ai en fait un peu tout construit de moi-même, quoi. Toute la stratégie marketing, toute la partie cible, toute la partie réseaux sociaux, toute la partie site web aussi. Enfin voilà, il y avait plein de choses à faire et je me suis régalée. Je suis partie vraiment, comme on dit, from scratch, quoi. Et c'était super cool. T'es partie de rien, ouais. Ouais. Mais du coup, c'est super intéressant. On va juste y revenir juste après, justement, à ta partie réseaux sociaux et tout ce que tu as pu faire dans la com chez Déclic pour les amener là où ils sont aujourd'hui, quand même. Mais juste avant, pour que tout le monde puisse bien comprendre, parce que moi je connais Déclic, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire ce que fait Déclic, dans quel marché ils sont et quelles problématiques ils ont un peu sur les enjeux de communication, Ouais. pour qu'on puisse comprendre vraiment dans quel cadre tu te situes. Ouais, carrément. En fait, Déclic, c'est une start-up qui est spécialisée dans la partie industrie. Et qui a créé en fait des petits boutons connectés qui permet en gros d'aller comprendre les problématiques qu'il y a sur le terrain dans l'industrie. Donc des arrêts de machines, des problèmes, de ce qu'on appelle un peu des micro-arrêts dans l'environnement industriel. Et c'est juste des petits boutons qu'on va placer en fait sur les machines et qui vont permettre de comprendre quand les machines ne fonctionnent pas, comprendre le temps qu'on perd, comprendre l'occurrence des arrêts et en gros à partir de là de se rendre compte combien on perd d'argent, combien on perd de temps, donc combien on perd d'argent dans ces process. Et le but après avec ça, c'est de savoir combien tu perds d'argent et de pouvoir te dire ok, je perds tant d'argent à cause de ce problème-là. Avec tout l'argent que je perds, je vais pouvoir investir dans une nouvelle machine ou embaucher quelqu'un d'autre qui va venir contrôler ce problème-là. Enfin, en gros, c'est vraiment pour la partie amélioration continue dans l'industrie, tu vois. Okay. Et ce qu'il y a dans le marché industriel, c'est que c'est souvent des très gros logiciels qu'on achète, des très grosses machines, etc. Et c'était pas très fréquent, c'était pas très commun. Des petits boutons comme ça, assez simples, pour venir comprendre des petites problématiques comme ça dans l'industrie. Et
on s'est retrouvé pas mal de fois face à des gens qui comprenaient pas l'intérêt de ce bouton-là, de ce produit-là, parce que c'était pas très cher, ça paraissait beaucoup trop simple par rapport à un secteur qui est quand même assez compliqué de base, quoi, tu vois. Ok. Mais ouais, c'est vraiment sur cette partie-là, un peu simplifier l'industrie et permettre aux gens de comprendre là où ils ont des problèmes et d'investir en conséquence, quoi. Si je devais le pitcher comme ça, c'est ça, Ouais. quoi. Ok, d'accord. Donc c'était Très industriel comme univers, quoi. très Et moi, je industriel. connaissais pas du tout, en plus. Ouais, tu venais absolument pas de ce milieu-là. Tu as Non. tout appris sur le tas. Grave, c'est Et exactement vous ça. aviez un business model en SaaS, à peu près. C'est combo physique bouton plus SaaS, c'est vrai que c'était un peu plus... ça n'existait pas vraiment, quoi. Enfin, Ouais. vraiment, on n'a pas de concurrent direct exactement, quoi. Donc c'est assez... c'est assez bizarre pour les industriels au début, qui comprennent pas forcément ce qu'on fait, mais c'est une fois qu'on prouve la valeur et qu'ils testent qu'en fait ils se rendent compte de l'impact des problèmes qu'ils ont, des problèmes qui sont censés être mineurs et que souvent ils mettent un peu de côté parce que c'est pas trop, ça paraît pas trop grave comme Ouais. problème. Une vis qui tombe tous les jours, c'est Voilà, pas c'est grave. ça. Tu vois, il te manque une vis dans ton panier tous les jours, ben, au final, ça engendre quand même beaucoup de problèmes derrière et beaucoup d'argent. Et c'est des choses que les gens mesuraient pas forcément, en fait, tu vois. Ok. Voilà. Donc ça résout quand même certains problèmes. J'ai perdu le fil. Je vais te poser une question juste après. Vas-y, t'inquiète. Mais en plus, ça Vas-y, retrouve ton j'étais fil. là. Ah oui, bah, super important. Est-ce que vous aviez un profil type chez Déclic? Parce que du coup, c'est la base de ce que tu as fait ensuite. Une cible, tu veux dire? Une cible, Un persona. la personne vraiment que tu allais chercher, c'était quel profil à peu près? Ben, on a beaucoup cherché, enfin, on a beaucoup cherché, non. Il y a plusieurs typologies de personnes dans l'industrie, en tout cas de personnes qu'on cherchait nous. Selon la taille aussi de l'usine, évidemment, parce que si tu as une usine de 20 personnes et une usine de 2000 personnes, t'as pas les mêmes rôles, t'as pas les Ouais, mêmes décideurs, t'as c'est pas pas les mêmes divisé choses. Voilà. pareil, quoi. Ben, nous, ce qu'on allait plutôt chercher, vu qu'on essayait de tendre vers de l'amélioration continue, donc investir pour améliorer son usine en continu, en gros, c'était des responsables d'amélioration continue. C'est les personnes qui sont garantes de l'amélioration des process, l'amélioration des machines, de réduire les coûts et de faire en sorte que l'usine, elle fonctionne mieux et qu'elle s'améliore en continu, tu vois. Donc en général, on allait chercher les responsables d'amélioration continue. Pour des usines peut-être un peu plus petites où c'est plus les directeurs, les responsables d'ateliers, responsables d'usines qui vont avoir le pouvoir de décision et qui vont mettre en place de nouveaux process, on pouvait aller chercher ces personnes-là. Ou alors carrément les responsables industriels, les chefs un peu de la production, responsables production, ceux qui sont en tête de la production et qui gèrent un peu les opérateurs. C'est aussi eux qu'on allait chercher. Voilà, enfin, on avait un peu ces trois typologies, amélioration continue, production et directeur d'usine en gros. Et en fonction de la taille d'usine, on pouvait les cibler assez différemment, etc., quoi. Ok. Donc, ouais, il y en avait plusieurs quand même. Mm. Il y avait plusieurs en fonction principalement de la taille. Ouais, c'est beaucoup la taille, c'est par rapport au secteur aussi, mais ouais, tu remarques dans des usines un peu plus petites, un peu plus familiales, tu vois, t'as pas forcément de personnes garantes de l'amélioration continue. Ouais, Et ils c'est pas, réfléchissent pas, voilà. c'est pas C'est un peu forcément, tout le monde, c'est pas ancré dans les mœurs de se dire, ok, on va s'améliorer en continu. C'est nous justement qui essayons d'apporter cette valeur-là, quoi. De Ouais. dire, si vous vous améliorez pas, comment vous pouvez faire en sorte de moins perdre d'argent? C'est pas possible, quoi. Du coup, c'est voilà, c'est une manière de faire qu'on a essayé d'instaurer en fait avec Déclic, quoi. Ok. Ouais, vous avez poussé l'usage. Ouais. Ok, trop cool. Mais justement, ça nous fait une transition fabuleuse. Comment est-ce que tu as fait pour alors, un de tes grands axes, parce qu'on en a discuté un petit peu en amont, donc un de tes grands axes en fait, ça a été de vraiment créer une communauté autour de votre produit qui était nouveau, qui était pas nouveau dans son concept, mais qui était nouveau dans sa ouais. façon de faire. Sa façon de faire, ouais, ça casse un peu les codes industriels, quoi, on va dire. Ouais. Et du coup, vous avez vraiment rassemblé les gens autour de ça, principalement sur LinkedIn. Ouais. Voilà. Moi, c'est mon réseau C'est pour ton- le B2B. ton Moi, petit, j'aime beaucoup ton LinkedIn. playground, quoi. Ouais, j'aime bien LinkedIn pour ça, ouais. Ok. Du coup, comment est-ce que tu as fait quels sont les différents leviers que tu as mis en place Sur LinkedIn, et tu veux les dire? différentes stratégies? Ouais. On s'est beaucoup servi de LinkedIn au début pour un peu tester le marché, pour faire un peu tout ce qui était prospection automatisée, pour trouver les cibles, pour tester des messages, pour voir comment ça répondait, etc. Donc plus en mode lead generation, tout ça.
Ouais, parce que ça, très important, parce que je ne l'ai pas dit, Ouais. mais le but de créer cette communauté, C'est c'est d'attirer générer du lead derrière. du lead. Voilà. Voilà. Bah, c'est d'apporter quelque chose, enfin d'apporter de la valeur quand même à notre cible, aux industriels. Mais derrière, évidemment, bah, il faut que ça puisse se renvoyer vers nous parce que on peut pas faire ça non plus hyper gratuitement. Il faut que ça puisse Mais pas merci les qui ait un ROI quand même derrière pour nous et que au moins ça puisse améliorer notre image et que ça nous rapporte quand même des gens et que les gens, ça devienne un nouveau canal d'acquisition en fait, tu vois. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qui a au final assez bien fonctionné et qui continue de fonctionner maintenant pour eux, quoi. Ouais, alors que t'es même plus dans la boîte. Oui, du coup, c'est une stratégie un peu moyen terme qui, maintenant, une fois rodée, il faut juste continuer à produire certains podcasts, etc. Et ça continue, en fait, d'amener du monde, quoi. Ouais, c'est un win-win. Mm. Bah, du coup, parle-nous-en. C'était quoi les différents piliers de cette stratégie? On a testé... Tu nous as spoilé le podcast. Voilà. Non, on a testé pas mal de choses. Et puis, on avait une culture chez Déclic qui était qu'on aime bien aider les gens, qu'on aime apporter de la valeur, etc. Ce qu'on avait pas mal commencé à faire sur LinkedIn, on avait commencé en partageant les CV des personnes dans l'industrie et en remettant en avant les offres d'emploi des usines qui cherchaient des personnes aussi. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte que il y avait une espèce de gap entre les gens qui recherchaient un travail dans l'industrie et les personnes qui cherchaient à recruter pour améliorer leur usine, etc. Et on recevait pas mal de sollicitations. Donc on s'était dit, tiens, on n'a qu'à aider ces personnes-là. Ça, c'était, je sais plus, en mai ou un truc comme ça. On s'est dit, tiens, dans notre communication, on va commencer à aider les personnes qui recherchent dans l'industrie en partageant leur CV, en mettant en avant leur profil, en discutant avec eux, etc. Partager tout ça, parce qu'on commençait à avoir un réseau industriel et d'usines assez conséquent, pour créer une belle synergie dans l'industrie et faire en sorte que des gens puissent se retrouver dans des boîtes sympas et que ça soit plus facile pour eux de trouver un travail. Et vous avez identifié comment le fait qu'il y avait besoin de ça Parce qu'on recevait plein de sollicitations. D'accord. On recevait plein de sollicitations de gens qui nous découvraient, qui auraient aimé tester nos outils, enfin nos boutons du coup, dans leur usine, mais qu'en fait cherchaient un travail. Et vu qu'on était une boîte industrie ciblée, c'était par les rechercheurs d'emploi, c'était pas par vos clients. Ouais, nos clients au final, ils avaient quand même des besoins. Mais on recevait beaucoup de sollicitations et comme on est quand même une boîte qui aime aider et humaine, on s'est dit tiens, on va essayer de créer une synergie entre les gens qui recherchent et les personnes qui recrutent. Et à partir de là, on s'est dit tiens, on va commencer à lancer des petites séquences un peu communication, on va partager les CV des personnes. Et ces personnes-là, qui nous adorent, on leur faisait aussi des démos, on leur présentait la solution et elles étaient vraiment convaincues de l'utilité. Et on se disait c'est aussi quand même une belle stratégie un peu plus moyen-termiste, long-termiste en fonction du quand ils allaient trouver un travail. Mais si on les aide et qu'on met en avant leur CV et qu'on fait en sorte de les accompagner aussi et de partager tout ça dans notre réseau, c'est des fans pour la vie. C'est des fans pour la vie et c'est un peu des ambassadeurs de notre solution parce que déjà ils croient en notre solution et en plus on les aide à trouver un travail et on est humain et on faisait pas que ça pour avoir des leads mais on faisait surtout ça aussi parce qu'on avait envie de les aider quoi. Et du coup c'est hyper naturel comme approche et on a passé pas mal de temps du coup c'est moi qui l'ai fait hein. J'ai passé pas mal de temps. Vous faisiez des démos carrément à des mecs qui étaient pas en poste, qui étaient dans l'industrie par secteur, mais qui n'étaient pas encore en poste dans une usine. Parce qu'ils avaient envie de découvrir la solution et qu'ils se rendaient compte de l'intérêt qu'il y avait derrière. Et c'est pas parce qu'ils sont chômeurs ou qu'ils cherchent un travail qu'on va pas les écouter justement. C'est des personnes, des gens dans l'industrie, ils sont intéressés par ça. Nous on présentait à qui voulait comprendre notre solution quoi. C'est une belle démarche quoi. Et du coup, j'ai partagé, j'ai dû partager une bonne 50aine de CV, tu vois. J'ai fait plusieurs actions de communication avec ça pour les accompagner. Il y en a qui ont trouvé un taf grâce à ça, ils m'ont remercié. Il y en a avec qui je discute encore de temps en temps. Enfin, c'est très cool, quoi. Et en fait, naturellement, de les aider, de mettre en avant leur profil, de croire en eux et de leur ouvrir un peu notre réseau, ça fait aussi en sorte qu'après, ils vont nous recommander ou ils vont vouloir nous utiliser dans leur usine, tu vois. Donc, c'est un peu long en soi s'ils ne trouvent pas directement. C'est long shot, ouais. Vous avez des personnes des closings comme ça, où des personnes sont devenues clientes par une démo qu'ils ont fait quand ils étaient même pas en poste. Je crois qu'on en a eu un ou deux au final. Ouais. Je sais plus exactement. Ce type-là, t'es sûr que quand il arrive dans une nouvelle usine, à chaque fois qu'il change, il va recommander des clics. Quoi. Puis, tu vois, on se rendait compte que les gens qui cherchent un travail, qui sont dans l'industrie,
on les prend en considération, on les accompagne, donc forcément ils vont nous apprécier et nous on les apprécie aussi. Et après quand ils vont être dans leur usine, ils comprennent déjà la valeur de ce qu'on apporte parce qu'ils l'ont vu et après ils vont pouvoir le mettre en place plus facilement quoi. Même si tu vois on pensait à ça, on a pensé pas mal aussi à la partie un peu plus alternant, à la partie un peu plus école où souvent on va dans l'industrie les personnes un peu en alternance, on va s'en servir pour analyser un peu ce qui se passe sur le terrain, noter, faire ce qu'on appelle un peu du bâtonnage dans l'industrie, c'est-à-dire mettre des petites croix à chaque fois qu'il y a des problèmes. Ok. Alors qu'en fait, avec des outils comme nous, ils pouvaient vraiment kiffer leur métier et faire de l'analyse plus poussée plutôt que de passer leur temps à compter des problèmes, tu vois. Ouais. Donc on s'est dit, ça serait intéressant d'utiliser cette piste-là aussi, un peu plus alternant, un peu plus étudiant, pour qu'ils puissent avoir des alternances ou des stages plus valorisants que juste compter des problèmes, tu vois. Ouais. Enfin voilà, on a essayé de creuser un peu toute cette partie avec le recrutement et les écoles. Au final, on l'a un peu laissé tomber après parce que c'est vrai que c'est un truc qui demande beaucoup plus de temps et qui, voilà, c'est pas, C'est il long n'y a pas de terme, résultat direct. C'est ça. Du coup, on l'a un peu laissé tomber après pour passer sur un peu plus de, enfin en tout cas, moi c'est ce que je voyais, mais un peu plus de com, un peu plus sur nos clients, un peu plus en termes de valeur et en termes de valeur directe plutôt que juste voilà faire du partage de CV, etc. Alors, disons Mais qu'en on plus, accueillait votre, quand même encore les gens dès qu'il y avait des CV, dès qu'il y avait des demandes, on les partageait quand même et on le passait quand même dans notre réseau, tu vois. dis-moi si je me trompe, mais vous avez, alors ça c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais vous avez un panier moyen qui est relativement bas, 2 € par mois. Alors qui était bas, Qui était. maintenant là, ils ont. Disons qu'il vous faut du volume. Oui. C'est pas comme la grosse machine ou autre Ah qui non, va, non, non, qui va oui. charger du 700 balles par mois. Ah oui, non. Donc il vous en faut Fait- beaucoup. Du coup, maintenant, depuis que je suis partie, voilà, ils ont un peu changé les choses, ils ont fait grossir un peu plus l'offre et ça a quand même pas mal changé en termes D'ailleurs, j'ai dit de le tarif, MRR, on on va va dire. peut-être le Ouais, je scruter. sais pas si c'est une bonne On va le idée. biper Enfin, voilà. parce que c'est confidentiel. Et Mais ouais, c'est peut-être pour ça aussi que cette stratégie n'était pas aussi viable que vous l'aviez souhaité, parce que ça marcherait mieux dans une industrie où les paniers moyens sont très gros. Il suffit Ouais. que tu aies un mec qui achète pour que ça fasse une grosse incidence. oui, et puis du coup, on avait quand même. Enfin, la stratégie aussi d'Arnaud, c'était plus de faire un peu plus de quantité que de qualité. Enfin, c'est-à-dire, on se dit, on met un panier moyen assez bas, un prix pas très bas, ça lève des freins, les gens veulent essayer, etc. Mais au final, c'était pas forcément la bonne stratégie de faire ça parce que avoir un prix assez bas dans l'industrie sur des boutons comme ça fait très gadget, ça renvoie une connotation assez Gadget, ouais. pas utile, quoi. Et malheureusement, alors que c'était utile, hein, c'était super utile. Bon, maintenant ils ont changé la stratégie et c'est pour le mieux et c'est génial. Mais le fait d'avoir un prix assez bas, au final, ça renvoie une image pas forcément utile dans l'industrie. Quand tu as l'habitude d'avoir des gros logiciels, Ouais. voilà, des gros logiciels En fait, industriels qui Par coûtent comparaison, très ça cher, te paraît pas une énorme valeur, quoi. ça te par rapport à paraît, un tu te truc, dis, t'achètes un truc dont pas t'as la très plus cher habitude. par mois, est-ce que vraiment c'est si utile que ça, quoi. Ouais. Et c'est horrible de se dire que si tu mets un prix trop bas, en fait, les gens vont pas vouloir l'acheter, mais juste parce qu'en fait, du coup, ils la voient valeur pas forcément perçue la est valeur. est pas bonne. Et c'est un peu horrible, quoi. Et ça nous a pas mal desservi au final. Maintenant, ils l'ont changé et c'est très cool. Tant mieux. Ok. En fait. Donc ouais, Je sais plus ce que je disais après. premier pilier de ta stratégie, bon, dans un premier temps, c'est une des premières choses, Ouais. c'était de s'axer dans le recrutement. Ouais. Ça, c'est original parce que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Une boîte qui a comme cible l'industrie, mais qui l'aide pas du tout à recruter dans son produit, Mm. et qui au final, dans sa com, en fait, permet de faire le lien entre les recruteurs et les recrutés Ouais. pour avoir des ambassadeurs. En fait, ouais, on avait vraiment Très intéressant. on avait vraiment cette approche de vouloir un peu casser les codes et vouloir faire en sorte que aussi les nouvelles générations et tu vois les alternants, les stagiaires ou les personnes un peu qui débutent dans l'industrie, qui ont un peu la même vision que nous, qui avaient la même vision que nous de il faut améliorer les choses, il faut pas rester dans ses acquis et il faut faire en sorte d'améliorer ses process. C'était ces personnes-là aussi, donc on s'est dit si on les aide à pouvoir trouver un travail intéressant, l'outil leur plaît en plus, bingo, ils vont vouloir après l'installer dans leur usine et ça va être win-win pour nous tous, quoi. Yes. Donc c'était cool comme expérience et j'ai rencontré pas mal de gens et j'ai compris pas mal de problématiques terrain aussi grâce à ça.
Et ça m'a aidé à mieux comprendre aussi les gens, à mieux comprendre mes prospects, ma cible, quoi. Et c'était cool parce que j'ai rencontré des gens très cool et il y en a qui ont trouvé du coup des belles opportunités grâce à ça, quoi. Ouais, en termes de recherche client, ça t'a permis d'être plus efficace dans ta Ouais, com et de en comprendre. copywriting. Donc copywriting. Ça, on va spoiler encore un petit peu, mais Ouais, ça c'est une belle partie aussi. Bon, ça s'est fait un peu après, mais ouais, non, cette partie recrutement, j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai quand même cette âme un peu humaine, enfin genre recrutement. J'aime beaucoup le recrutement, du coup, pouvoir aider des gens à trouver un emploi, à les comprendre, à comprendre leurs problématiques, tout ça, à comprendre mieux l'industrie, à les aider à trouver un travail et qu'en plus ils puissent après nous recommander derrière, c'était génial. C'était génial pour moi. Moi, ça m'a bien plu, ouais. ok, d'accord. Est-ce qu'on peut passer aux autres stratégies que tu as Le podcast. le podcast, par exemple? Dis-nous tout. Donc après ça, on s'était rendu compte que c'était peut-être, enfin voilà, le recrutement c'était un peu long terme et que voilà, il fallait qu'on passe sur d'autres aspects un peu communication, on va dire. Est venue l'idée de faire un podcast. Donc on a créé un podcast qui s'appelle Le Déclic du Lean, qui continue d'exister. Carnot et l'équipe continuent d'entretenir et continuent d'avoir des personnes de l'industrie qu'ils interviewent au quotidien. Et ouais, on a mis en place cette stratégie podcast. Je sais plus exactement quand, mais je crois que c'était pendant l'été. On avait commencé à y réfléchir parce qu'en fait, on se rendait compte qu'il y avait pas mal de podcasts dans l'industrie, mais qui étaient quand même assez théoriques, qui parlaient voilà, de tout ce qui était lean, de tout ce qui était amélioration continue. C'était beaucoup de théorie. Le lean, c'est l'amélioration continue. C'est ça, en gros, ouais, c'est de l'amélioration continue. ok. C'est en anglais, c'est amélioration continue. Et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de termes, beaucoup de méthodes, beaucoup de choses très théoriques, mais pas forcément de choses concrètes. Et nous, on se rendait compte que dans nos prospects, dans notre métier, dans les clients qu'on avait aussi, c'était très cloisonné. C'est-à-dire que dans les usines, les gens échangeaient pas forcément avec d'autres usines. On avait fait, je crois, on avait discuté avec Arnaud qui m'avait expliqué que les gens en général ne voyaient pas forcément plusieurs usines dans leur vie, qu'en général ils allaient dans une ou deux usines dans leur vie et qu'ils échangeaient pas assez sur leur méthode et qu'ils étaient très cloisonnés. Je sais pas trop pourquoi au final, mais que ce qu'ils recherchaient aussi c'était d'avoir des retours d'expérience et de s'améliorer dans leur usine et ils n'avaient pas forcément de moyens de faire ça. Et on s'est dit tiens, pourquoi est-ce qu'on créerait pas une espèce de podcast, une espèce de communauté. Du coup, on l'appelait le déclic du lean parce que c'était Petit jeu de mots, quoi, déclic du lean. On a fait un gros brainstorming sur ça, c'était assez drôle. On avait trouvé des termes, un jeu de mots, vraiment. Des noms de podcasts un peu what the fuck. Et après, on est resté sur un truc assez basique. On s'est dit déclic du lean, c'est avoir le déclic du lean, donc avoir le déclic de l'amélioration continue dans son usine. Ça a regroupé assez bien la thématique de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire le podcast du lean dans les usines, centré sur les problématiques vraiment de terrain et les échecs sur le terrain, les apprentissages et vraiment pouvoir donner les best practices aux gens dans l'industrie. Que les gens, ils écoutent une personne raconter son histoire, son vécu, qu'est-ce qu'elle a eu comme échec. Une personne qui travaille dans une usine. Donc ça théorie, vraiment du vécu. Voilà, c'est du vécu. C'est moi dans mon usine il s'est passé ça, j'ai mis en place ça, j'ai eu tel échec. Voilà, enfin c'est vraiment les gens écoutent ça et se disent waouh, ok, j'ai appris grave des choses et je peux les mettre en pratique aussi dans mon usine et je me sens moins seule dans mes problématiques quotidiennes, quoi. Tu vois, c'était vraiment on veut les aider à améliorer leur usine et à avoir des super retours d'expérience, quoi. Du coup, on a créé le déclic du lean. Donc j'ai initié ça. C'est quoi qui t'a donné l'idée? C'est ta consommation de podcasts personnels? Non, pas Parce que forcément. tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de podcasts dans l'industrie, tu vois, j'aurais pas dit. Il y a pas mal de podcasts. Faut être audacieux, tu vois, de mettre un podcast dans l'industrie. Tu te dis que bon, les types ils vont pas forcément écouter des podcasts. Mais ils écoutent beaucoup. Mais c'est a priori. Mais ils écoutent beaucoup. Ouais. Et des retours que j'ai eu du coup pendant qu'on était en train de lancer des épisodes, etc. Les gens en fait ils écoutent et ils sont justement très contents d'avoir une espèce de source d'information pour leur métier, qui vont écouter, je sais pas, le week-end, ou qui vont écouter en rentrant du boulot, qui vont écouter le matin. Tu vois, c'est souvent à des périodes hors usine, parce que quand tu es dans la production ou quand tu es dans ton usine, voilà, t'as pas le temps d'écouter, t'es pas sur ton ordinateur ou t'es pas en train d'apprendre des choses, mais
il y avait beaucoup de personnes qui nous donnaient des retours en nous disant ah ben moi j'ai écouté votre podcast ce matin, à chaque nouvelle sortie j'écoute, le week-end quand je suis chez moi, etc. Et qui se forment en fait en continu. Donc Le au final, week-end, carrément. Ouais. c'est marrant parce on était un podcast qui vantait l'amélioration continue et on a aidé les gens, on a aidé les industriels aussi à s'améliorer en continu grâce aux témoignages qu'on était en train de diffuser, quoi. C'est beau. C'est assez stylé. C'est stylé dit comme ça. Et ouais, c'est pas mal. Je n'avais pas préparé celle-là. C'était en live. Et non, ouais, c'était assez cool à faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la partie branding, où est-ce qu'on allait le diffuser. Au début, du coup, on avait notre entité, notre page LinkedIn Déclic. Et on s'était dit, tiens, on va tester ça, on va créer le podcast, on va lancer l'idée, on va trouver des personnes dans l'industrie qui vont vouloir partager leur expérience, tout ça. Et en fait, ça a pris direct. Et c'était super cool. Là où j'ai eu aussi pas mal de chance, c'est que c'est Arnaud en fait qui a pris l'initiative aussi de ça. C'est Arnaud qui a été l'intervenant principal. C'est lui qui a créé tout le discours, qui a créé un peu toute la trame du podcast. Ouais. On a travaillé ensemble sur ça. Moi, je l'ai aidé à marketer le truc, à faire en sorte que ça soit stylé, à faire en sorte que ça soit intéressant, que ça se passe bien, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que c'est naturellement une personne qu'on aime bien écouter et qui anime vachement bien le truc. Et comme c'est aussi une personne qui a bossé dans l'industrie, qui connaît très bien l'industrie, il arrivait vraiment à comprendre les problématiques des personnes et en faire en sorte qu'elles nous racontent naturellement leur expérience, quoi. Ouais. Arnaud, le fondateur de Déclic. Oui, c'est le fondateur de Déclic, du coup. Et c'est clair que les personnes qui écoutent le podcast, au final, elles nous disaient toutes, c'est super cool ce que la personne qui a interviewé raconte, mais l'expérience d'Arnaud, elle est aussi hyper intéressante, elle est géniale parce que du coup, c'était vraiment un échange constructif entre deux personnes qui travaillent dans l'industrie et qui font au final les mêmes constats et qui s'apportent des choses, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'était bien d'avoir Arnaud pour ça, quoi. Ouais. Que ce soit lui qui soit meneur du truc, quoi. Ok. Et moi, j'avais toute ma stratégie derrière pour marketer le truc, pour analyser le podcast, pour comprendre un peu les points clés du podcast, ressortir au final après dans chaque interview des points communs dans l'industrie et faire en sorte de partager ça après dans notre réseau, partager ça aux personnes qui avaient envie de découvrir et d'apprendre des choses avec nous, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette partie, comment tu exploites? Comment est-ce que finalement, tu as cette matière brute, ce podcast qui, mine de rien, a pris pas mal de temps, du temps de ton fondateur, du temps de prendre rendez-vous. Donc c'est une ressource qui t'a coûté du temps, des ressources. Ouais. Comment est-ce que derrière, tu fais en sorte que ce soit un lead magnet? Comment est-ce que tu fais en sorte que ça te rapporte des leads qu'il y ait un ROI finalement? En fait, oui. Même s'il n'est pas direct. Au début, on l'a pas forcément bien exploité. Enfin, on l'a pas forcément encadré en mode lead magnet, etc. On s'est surtout dit, tiens, on va libérer la parole, on va apporter de la valeur, etc. Donc, on l'avait bien lié avec Déclic. Au bout d'un moment, ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. Il y avait beaucoup de retours, etc. Donc, on s'est dit, tiens, on va le séparer de Déclic et on va carrément en faire une nouvelle marque qui est le Déclic du lead. Donc, j'ai créé toute la partie page LinkedIn autour de ça, etc. Et on a commencé à faire une entité à côté de la nôtre, mais qui du coup, les gens pouvaient soit découvrir Déclic et après le Déclic du lead, soit découvrir le Déclic du lead et après venir vers Déclic. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un truc qu'on a quantifié dès le début, mais ça nous a rapporté quand même quelques clients et ça faisait en sorte que les gens venaient dans le Déclic du lead parce que du coup, entre eux, les responsables industriels et les personnes dans l'industrie partager le podcast, l'écouter. Il y avait du bouche à oreille derrière, il y avait de l'attraction en fait sur LinkedIn qui faisait qu'en fait après les gens s'abonnaient, venaient écouter et moi derrière j'avais aussi ma stratégie de salut, j'ai vu que t'écoutais le Déclic du lead, j'allais un peu essayer de comprendre pourquoi ils venaient et si en fait ce qui leur avait plu dans le podcast, bien évidemment pour m'améliorer derrière et peut-être envoyer des contenus un peu différents. Et après renvoyer sur Déclic. Sur LinkedIn. C'est ça. Par message. C'est ça. J'imagine automatisé. Ouais, on l'avait un peu automatisé avec mon collègue Pierre pour que ça perde un peu moins de temps, on va dire. Mais donc, après. En fait, comment est-ce que tu identifiais les gens qui avaient écouté ton podcast, par exemple? Ils avaient liké ou?
Ben, t'avais soit des personnes qui allaient liker chaque podcast qu'on sortait. Donc moi j'avais toute ma strat derrière où j'écoutais, je le publiais sur Ocha, il partait sur du coup YouTube, Spotify, machin. Et après je faisais du coup quasiment toutes les semaines un nouveau post sur la page LinkedIn des clics du Lean où je disais ben voilà dans ce podcast il se passe ça, c'est telle personne, voici les points clés machin. Et du coup ben, les gens likaient, les gens commentaient. Les gens aussi, on avait une newsletter Ocha exprès, les gens s'abonnaient et donc je leur envoyais les actus à chaque fois. Donc en fait, j'arrivais à voir l'attraction qu'il y avait autour de ça. J'arrivais à voir qui likait, j'arrivais à voir les commentaires, j'arrivais à voir aussi les nouveaux abonnés. Et nous, on avait une strat du coup avec Pierre où toutes les nouvelles personnes qui likaient le déclic du Lean, j'allais leur envoyer un message et je leur demandais de me faire un retour dessus. Et j'ai eu, je sais pas, une bonne 150aine de retours dessus grâce à ça, où on me disait ah ben j'ai adoré tel épisode, pour ci, pour ça. Et derrière, ben, moi, j'allais comprendre ce qu'ils avaient aimé dedans et j'allais leur parler ben, de Déclic aussi. Et du coup, naturellement, les gens me disaient ah oui, ben, du coup, j'ai découvert Déclic grâce à ça. C'est super intéressant ce que vous faites. Ils prenaient des démos, ils allaient voir le site, ils allaient s'inscrire dans nos autres newsletters. Et en fait, c'est devenu en fait un vrai canal d'acquisition. D'accord. Donc tu dirais que alors Ocha, c'est un outil pour la publication et l'analyse de podcasts, donc. Ouais, c'est ça. Ocha t'a permis aussi, a été quand même assez clé dans le fait d'exploiter, outre de mettre le podcast en ligne, Ouais. mais d'exploiter vraiment la ressource. Ben, Ocha, c'était pas tant dans l'exploitation de la ressource. Je sais même plus comment on a eu trouvé cet outil. Je crois qu'on nous l'avait recommandé à l'époque. Je crois que c'est la personne qui nous montait les podcasts, parce qu'on avait quelqu'un quand même qui nous faisait le montage derrière, parce que ça Ouais. prenait beaucoup de temps et j'avais pas le temps de faire ça. On avait une autre personne du coup à qui on envoyait les rushs et qui nous faisait le montage. Et je crois que c'était elle qui nous avait recommandé Ocha. Mais Ocha, c'était vraiment, voilà, tu vas sur Ocha, tu publies ton montage, tu écris tes hashtags, tu mets ta description. Et derrière, en fait, la plateforme en elle-même, bon, il y a un truc de newsletter, de market derrière, et qui te permet un peu d'analyser ben, les écoutes que tu as et ben, quel est ton prime time, quel est le moment où les gens ils écoutent le plus ton podcast, etc. Et ça facilite après la diffusion. C'est-à-dire que une fois que tu publies, ça envoie une newsletter, enfin ça envoie un mail à tes abonnés en disant hey, il y a un nouveau podcast qui est sorti, écoutez-le. Et après, ça envoie sur Spotify, ça envoie sur YouTube, ça envoie sur tout ce qui est Deezer, Google Podcast, enfin voilà, selon l'offre Ok. que tu prends, c'était pas hyper cher et ça facilite la vie de la diffusion en tout cas et ça permet d'avoir un peu plus d'endroits sur lesquels c'est diffusé. Mais après, quand même, tout le travail derrière d'analyse et de création et de réflexion autour du podcast de vraie valeur, bah, c'était moi qui le faisais, c'était pas avec Ocha quoi. D'accord, ok. Mais Ocha c'était plus un outil ouais, vraiment de diffusion quoi. Mais c'est un Ouais. outil hyper pratique si vous voulez faire un podcast et créer un podcast et le diffuser assez facilement et Pensez à Ocha. analyser derrière un peu voilà l'audience et quand est-ce que ça marche ou quand diffuser ou quoi. Ouais, Ocha comme c'est tu pas mal. disais. Ok. Niveau lead, tu sais à peu près ce que ça a pu rapporter pas tellement. Là de tête je sais pas. Ouais, non. T'as plus les Je sais datas en pas, tête. je sais Normal. que j'ai une fun fact, j'ai quelque chose de drôle enfin de drôle, de cool à dire par rapport à ça. Je crois, on avait fait 4 ou 5 épisodes à l'époque, c'était en septembre il me semble, et on a vu, je me souviens, un prospect qui s'était inscrit pour une démo. Moi j'étais arrivée le matin au boulot vers 9h et tout ça, j'étais en train de boire un café avec un collègue. Et à 9h30, je retourne au bureau et je me rends compte que j'avais un nouveau rendez-vous Sacré café quand sur même. mon agenda. Ouais, enfin, on avait discuté, etc. Voilà, on faisait des petites pauses pour discuter ensemble et tout. Et vers 9h30, j'arrive du coup dans mon bureau et je me rends compte que dans mon agenda, il y a une démo. Et je me dis, merde, je suis en retard. Putain, j'avais pas J'avais vu pas cette vu, démo quoi. en fait. Bon, c'était aussi un problème de notre part parce qu'on avait mal réglé l'heure tu sais, de prise de rendez-vous. Ouais, On sur aurait dû calendrier. mettre quelques heures, on avait mis 15 minutes. Donc on s'était un peu planté. Après, on l'a rectifié. Et je me retrouve dans une démo avec un mec que je ne connaissais pas. Et il me dit, ah ouais, tout ça, ben, j'ai pris une démo avec vous, voilà, j'ai découvert votre podcast ce matin. En fait, il avait écouté le podcast ce matin que j'avais mis la veille. Il avait adoré. Et il avait pris une démo dans la foulée pour me dire, voilà, j'ai adoré le profil d'Arnaud. J'aime beaucoup ce que vous faites chez Déclic et du coup, je voudrais utiliser vos boutons, etc., etc. Et au final, c'est devenu un client.
Et je me suis rendu compte en fait de l'impact d'un podcast comme ça, de l'impact de l'impact d'une discussion comme ça, et du fait qu'en fait, ça nous a aidés et ça nous aide toujours, ça les aide toujours à améliorer l'image et à faire connaître la solution, quoi. Ouais. Et le mec est arrivé à 9h du matin dans sa voiture, il a écouté le podcast. À la fin 9h30, la démo. un peu plus tôt du coup. Et après, il a pris directement rendez-vous sur le site pour une démo. Et moi, j'étais pas prête, quoi. Je suis arrivée en mode Ouais, ce truc-là où tu te dis, putain, désolée, mais pourtant ce matin j'ai regardé mon en plus, agenda, j'avais pas de démo. là, j'étais passée un peu plus du côté marketeuse, donc je Ouais. faisais plus trop de démos. Je me suis dit, oula, le mec, il est trop chaud. Il voulait absolument parler avec Arnaud parce que du coup, il avait adoré l'intervention d'Arnaud et sa manière de parler et la manière de parler de l'industrie et des problèmes dans l'industrie. Je me suis dit, ouf, je vais refaire une démo avec lui, avec Arnaud, pour qu'il puisse en discuter. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le podcast, il y avait une vraie traction autour de ça, quoi. Que Ouais. c'était, Ça avait un vrai impact sur les gens. c'est pour convaincre des personnes de l'utilité de la solution, et avec du coup une personne comme Arnaud qui vraiment y croit en l'industrie et qui a pas de langue de bois et qui donne envie en fait, et ben ça attire énormément, quoi. Des stratégies comme ça, pour nous, elles sont trop cool, quoi. Ok. Bon, le podcast, total succès du coup. Le podcast, ouais, très cool. Et même on encore est, maintenant, ils s'en servent, voilà, Ouais, ça fonctionne super bien et ça apporte de la valeur aux gens, ça a créé une vraie communauté autour de ça. Enfin là, je crois que sur LinkedIn et plus dans la news derrière et les personnes derrière, il doit y avoir 500 personnes dans l'industrie qui sont réunies autour de ça et qui écoutent au quotidien et qui nous font des super retours et à qui ça apporte vraiment de la valeur, quoi. Et après, du coup, qui viennent nous découvrir, qui viennent voir un peu les podcasts et les résumés du coup maintenant sur le site, parce qu'à partir de ça, on a créé une vraie page dédiée sur le site des clics où on faisait les résumés du podcast et où les gens pouvaient ensuite s'abonner pour recevoir les actus, etc., quoi. Enfin, on a créé petit à petit une vraie stratégie un peu de lead magnet derrière, tu vois. Ok. Trop Mais cool. moi, je trouve que c'est une belle source. C'est naturel. Tu aides des gens à comprendre des choses, à pouvoir s'améliorer au quotidien et qui après améliore ton image à toi et fait en sorte que tu puisses attirer des gens et des nouveaux clients, quoi. Moi, je trouve ça très naturel et j'aime bien. C'est ton approche du marketing, Voilà. c'est très naturel. Moi, je En préfère fait, ça, ouais, quoi. tu préfères le truc naturel Ouais. plutôt que. C'est plus humain, Ouais, on va dire. c'est plus cool. Ça prend plus de temps, mais c'est plus humain. Ça prend plus de temps, ouais. Ouais. Donc, on est un peu plus de 45 minutes C'est d'enregistrement. vrai. Est-ce que tu veux parler de ton dernier pilier, le copywriting? Qu'on y passe un peu plus rapidement. Sinon, on fait ça sur un prochain podcast. Sinon, on fait ça sur un prochain podcast. C'est très bien ce que va Je pense devenir que le c'est podcast mieux. après. T'as envie de repasser, c'est ça? Je pense que c'est mieux, ouais. Ok. Bon, on parlera pas de copywriting cette fois-ci. Ça fait Du 45 coup, minutes déjà. ça fait ouais, un peu plus, je pense. Ouais. Du coup, j'ai quelques questions pour la fin à te poser. Vas-y. Déjà, les pièges pour toi quand on veut créer une communauté. Donc, tu nous as dit, tu nous as parlé des stratégies que tu as employées Ouais. pour créer une communauté autour du produit des clics Ouais. sur LinkedIn. Pour toi, c'est quoi les pièges dans lesquels il faut pas tomber? Des trucs qui vont prendre beaucoup de ton temps au final et pas te ramener de ROI et pas très intéressant. Franchement, faire attention, non, je pense que c'est surtout au niveau des participants et faire en sorte de ne pas perdre le but de ta commu, le but de ton podcast, parce que ça peut arriver d'avoir plein de gens hyper intéressants à interviewer ou plein de gens qui vont peut-être apporter de la valeur, mais pas directement dans ta cible ou dans l'intérêt dans l'intérêt de ton podcast, tu vois. Enfin, ça peut arriver. Nous, on avait des gens qui étaient intéressés pour faire un podcast, mais en fait, ils n'allaient pas forcément apporter une certaine valeur, ou ils allaient rester peut-être sur une approche beaucoup trop théorique, c'était pas forcément centré terrain. Et nous, c'était pas le but, tu vois. C'était vraiment apporter de la valeur terrain, de l'expérience terrain, quoi. Et de l'expérience pour les personnes sur le terrain aussi. Donc, il faut faire attention à pas se perdre là-dessus. Moi, là où j'ai passé beaucoup de temps, au final, je pense que j'ai perdu pas mal de temps à trop analyser le podcast, à trop essayer d'en sortir de la valeur, etc. et faire un truc hyper quali dès le début, alors qu'en fait, non, il faut juste tester, il faut juste partager le contenu, partager les best practices sans forcément trop perdre de temps dessus, parce que sinon, tu peux vite te retrouver à passer 3 jours à
à publier un nouveau contenu, à publier un podcast, alors qu'en fait, il faudrait que ça te prenne même pas une demi-heure, quoi. Ou même It's pas... better done than perfect. Voilà, c'est ça. Et si ça marche, ben, t'améliores après. Mais Ouais. perdre du temps à essayer de faire un truc absolument parfait Alors, qui je va sais pas avoir si ça va marcher. aucun intérêt ou qui va pas fonctionner, ça m'est arrivé aussi, tu vois, de faire trop parfait et de me dire ah merde, en fait, c'est nul ce que j'ai fait, ça n'a aucune valeur. Bon, ben après, t'apprends progressivement à test, vois, analyse tes résultats et après, tu amélioreras ton truc, quoi. Fort. Euh, Bon, tu nous as parlé. Non, tu nous as pas parlé de ressources encore. Moi, j'aimerais bien savoir. Tu nous as dit que tu t'étais quand même formé en autodidacte. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien savoir quelles sont les ressources qui te permettent de t'inspirer au quotidien. Ça peut être des livres, ça peut être des blogs, ça peut être des newsletters, des chaînes YouTube. Euh, Ouais, ouais. Franchement, Google a été beaucoup mon ami. Ouais. En tout cas, au début, quand je connaissais rien au marketing. J'ai beaucoup recherché sur Google, je me suis beaucoup formée avec tout ce qui est blog HubSpot, j'ai découvert tout ce qui est Scalesia, qui est une Ouais. énorme plateforme pour apprendre tout ce qui est autour du market et de la vente, et d'ailleurs qui est gratuit, il me semble encore. Ils ont énormément de ressources Ce sont des disponibles. contenus gratuits et Euh, d'autres qui sont payants. ouais, voilà, après tu peux apprendre pas mal de choses, mais en fait, voilà, c'est toujours un peu les mêmes choses. J'ai découvert pas mal de podcasts, t'as Marketing Mania, t'as Growth Makers. Marketing Mania. Il y a une fille que j'ai adorée parce que j'aime bien tout ce qui est partie copywriting aussi et qui a fait pas mal de market aussi, c'est Nina Ramen et je l'adore. Germinal, j'ai appris pas mal de trucs avec eux. Enfin, ouais, j'en ai d'autres, mais du coup, je pourrais te passer un lien Notion que tu pourras mettre en description Ton si tu notion. veux, de mon Notion où El j'ai un grande peu. nozione. J'adore Notion, où j'ai toutes mes ressources un peu répertoriées et tout ce que j'apprends grâce à ça dessus, donc je pourrais te partager ça. Tu pourras le partager à tes auditeurs Ok, s'ils ont besoin de s'inspirer. super. Enfin voilà, un peu diverses sources. Pas mal podcasts en ce moment, j'aime bien. Pas mal de podcasts, on a Ouais. à nous recommander en particulier? Bah, du coup, tout ce qui est Growth Makers, Marketing Mania, les trucs de Stan Leloup qui sont pas mal. Ouais, il publie plus depuis un petit moment, lui. Ouais, mais c'est pas grave parce que c'est quand même des Ouais, mais il choses. y en a tellement que tu peux. Voilà, t'en as tellement qu'en fait tu peux apprendre quand même Moi, je avec. recommande vraiment sa chaîne YouTube, Stan Leloup, Marketing Mania, qui est un pur bijou. Ouais, après c'est Surtout vrai en que ce moment, il a vraiment toi mis t'es un. plus YouTube. Ouais, moi, je suis très, très YouTube. Moi je suis plus ouais, tout ce qui est Ouais. podcast et ce qui est vraiment que audio quoi. Mais bon. Mm. Après oui, t'as les deux formats. Ouais, les deux formats sont vraiment asséchés. Mm. Pour moi, c'est vraiment. Bah, c'est un des top creators aujourd'hui dans le marketing, je crois. Stan Leloup, Ouais, un peu incontournable. bah si tu veux apprendre simplement des trucs cool. Très simplement, c'est ça, Ouais. ouais. Mais il prend des exemples qui sont assez simples. Ok, donc ça c'est bon. On a parlé des ressources. J'avais une autre question, si tu pouvais inviter une personne sur ce podcast, t'inviterais qui? Je crois que t'avais déjà prévu de lui proposer, mais je dirais Anis. Ok, Qui est le frère d'un ancien collègue à moi, Doudou, du coup, qui est un bon gros marketeur aussi, et je pense qu'il y a pas mal de choses à t'apprendre, un peu plus lui sur la partie tout ce qui est ads outbound, donc ok. pas forcément moi. L'inverse quoi. L'inverse. Tout Et l'inverse. je pense que tu as prévu de lui en parler, mais du coup, je pense que lui, ouais, c'est l'inverse de moi, qui a une manière d'apprendre le market assez différente et tout Ouais, ça. on va se voir bientôt Et avec Anis. voilà, donc qui va t'apprendre pas mal de choses et qui va apprendre pas mal de choses aux gens aussi, je pense. Trop cool, trop cool. Voilà. Ben écoute, je lui enverrai un message. Je lui enverrai un message, de toute façon on va bien. On va se capter. Yes. Voilà, et ok, dernière question pour toi, c'est quoi la différence entre le marketing et la communication? C'est dur. En fait, c'est une question que je vais poser à chaque fois parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui est différent pour chaque personne. Mais moi, c'est pas forcément différent, c'est plus que la stratégie marketing, dedans, inexorablement, tu vas avoir de la communication en fait. Pour moi, c'est juste un canal dans ta stratégie marketing en fait. Ok, Le fait de communiquer, le fait de partager sur les réseaux sociaux, ben, c'est un canal d'acquisition, la communication en fait. Enfin, pour moi, c'est pas forcément. Il y a pas de, je sais pas, il faut pas dissocier les deux ou il faut pas séparer les deux en fait. ok, C'est juste un canal supplémentaire. Enfin, moi, je vois un peu ça comme ça quoi. d'accord, super, C'est un peu plus naturel quoi. ça marche. Entre guillemets.
C'est difficile Bon. comme question. C'est difficile. Ouais. Et chacun a un peu sa propre définition de ce qui est le marketing et la communication, ce qui les rassemble et ce qui les sépare. Et du coup, je trouve ça super intéressant de parler avec des gens où c'est le métier Ouais, et qui, du coup, le voient pas pareil. ouais. Non, moi, je vois comme ça. Bon. Et bien voilà, ça conclut notre podcast. C'est tout ça, décidément. Notre premier podcast avec donc Pauline. Si les gens veulent te poser des questions sur ce que tu as fait, sur tes sources, on peut te joindre où? Sur LinkedIn? Sur LinkedIn, Pauline Villarubla. Villarubla, Nom de ce sorcière, sera apparemment. dans les liens. Ouais, et Voilà. tu mets mon nom, tu mets Je mon mets lien ton nom, Notion. J'ai fait en sorte de partager pas mal de ressources, tout ça. Donc, s'il y a besoin d'accéder à mes ressources, elles sont libres. Elles sont libres. Voilà, C'est génial. elles sont open. Génial alors. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir participé, Et avec plaisir, d'avoir partagé avec nous ton savoir. c'était cool. Et voilà. Belle expérience. Tu veux qu'on fasse un chill Voilà. de fin? Allez, on conclut cet épisode. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça aide énormément le référencement. C'était Clément SSB, à la semaine prochaine.